Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur vous. Pour commencer, j'aimerais remercier le Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique et j'espère que les résultats de ces travaux contribueront à la réforme en général. Le rôle de la science est la réforme. La philosophie de la science nécessite une renaissance. Merci à vous tous de votre présence. C'est une question, la question de l'endogamie est une question qui touche de façon très accrue le monde arabe. Donc la question du mariage aux proches parents. Nous avons un problème au niveau du son. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume, s'il vous plaît? Nous faisons tous partie d'une famille. Technologie. Nous sommes tous un membre d'une famille et toutes nos décisions sont sous l'influence de ce cercle dans lequel nous vivons dans le monde arabe. Ce cercle concerne la famille éloignée, puis la tribu. Bien souvent, même quand on vit en milieu citadin, on pense s'être éloigné de l'approche tribale, mais malgré tout, la constitution de la société arabe, dans la majorité, surtout en région rurale, reste sous l'emprise de la famille éloignée et de la tribu. L'endogamie, le mariage aux proches parents, reste donc toujours de vigueur et impose bien souvent une vision étroite, même si l'on vit dans un milieu technologique ou autre. Mais pour ce qui est du mariage, notre approche reste traditionnelle. D'un point de vue de la science sociale, on parle ici d'endogamie. Qu'est-ce que l'endogamie? C'est lorsqu'on choisit pour époux, pour épouse, quelqu'un du même cercle dans lequel on vit, qu'il soit un cercle religieux, tribal ou de classe. Par exemple, les circassiens se marient très souvent exclusivement entre eux. De même, dans les pays du Golfe, beaucoup de tribus refusent l'exogamie, un mariage à l'extérieur de la tribu. Et si un des membres de la tribu souhaite se marier de l'extérieur de la tribu, cela nécessite bien souvent de longs débats familiaux et bien souvent, ça ne fonctionne pas. Eh bien,
nous voyons que ces cercles endogamiques restent des cercles fermés qui imposent des règles très strictes à leurs membres. Le choix n'est jamais indépendant et c'est toujours la famille qui choisit l'épouse. Idem pour la jeune fille. Ce n'est jamais à elle que revient la décision de choisir le mari, mais c'est à la famille de le faire. Certains appellent cela comme étant un mariage arrangé. On peut se demander comment est-ce que ce type de mariage arrangé peut être encore de vigueur alors que les gens sont éduqués, cultivés. Mais les études récentes ont démontré que non seulement les familles imposent ce modèle, mais les jeunes gens eux-mêmes choisissent ce modèle de mariage, 20-25%. Quand on interroge les jeunes gens, on se rend bien compte que malgré qu'ils disent que ce sont eux qui ont choisi le modèle, en creusant un petit peu, on se rend bien compte que c'est sous l'influence de leur famille. Ici, sur cette diapo, vous avez une étude qui donne le degré de diffusion de l'endogamie dans le monde arabe. C'est généralement la prévalence est très importante dans les pays musulmans en général, Pakistan par exemple, au milieu rural, prévalence très accrue. Et l'on peut démontrer que l'endogamie a une composante principale qui est culturelle et religieuse. Ce type de mariage, par exemple, a une prévalence de 85% au Yémen, endogamie de premier degré. L'enquête nationale de l'an 2000 a démontré que plus de 52% des Yéménites ont conclu des mariages endogamiques, 75% premier degré. En Palestine occupée, l'endogamie est d'application quasi partout, à Gaza et en Cisjordanie. En Jordanie, 68%, à peu près 69% des mariages sont endogamiques. En Arabie Saoudite, idem, aux Émirats Arabes Unis, et à peu près dans tout le reste des pays arabes, en Libye, en Algérie, en Mauritanie, au Soudan. C'est un modèle que l'on retrouve partout. Cela exige de nous donc d'étudier ce phénomène, de comprendre pourquoi il y a cette culture qui le pérennise. Pourquoi ce phénomène, malgré l'éducation, malgré le développement et la modernité. Pourquoi ce phénomène, même dans le milieu citadin? Beaucoup d'études nous disent que l'endogamie peut donner lieu à quelques aberrations génétiques lorsque les deux époux sont des parents proches, cousins proches, quelques
aberrations génétiques peuvent intervenir avec une transmission très probable à la progéniture. D'autres études disent que l'endogamie peut aussi provoquer des déficiences de concentration chez les enfants, des problèmes de mort-né, des mutations chromosomiques létales, des problèmes au niveau du système nerveux central. Dans les pays du Golfe, par exemple, on constate des prévalences de maladies sanguines qui touchent l'hémoglobine dans le sang, comme la thalassémie par exemple. Cette maladie est très présente aux Émirats par exemple, et à chaque fois on se rend compte que les personnes qui en sont touchées sont des enfants de mariage endogamique. Le taux de mortalité infantile chez les couples endogamiques semble être de 90% supérieur que dans les couples exogamiques. Évidemment, certaines autres études mettent en doute les résultats de ce que je viens de dire. Ces études prétendent que ces aberrations génétiques, ces dommages en termes de santé, n'ont rien à voir avec l'endogamie et que cela est le pur hasard. Mais l'on sait que l'endogamie donne parfois des maladies comme la cécité, mais que cette cécité n'est pas toujours due à l'endogamie, elle peut intervenir dans des couples exogamiques. Et quand une tribu sait qu'il y a beaucoup de cas de cécité de ce type, évidemment, il lui est recommandé d'éviter les mariages endogamiques. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les gens acceptent de se faire dépister pour connaître leur prédisposition génétique? Et évidemment, nous aussi, nous pensons que l'endogamie n'est pas nécessairement et à chaque fois source d'aberrations génétiques. Parfois, l'endogamie peut être une garantie de transmission de certains traits positifs, comme une force présente dans une souche, résilience, beauté de traits, etc. Donc il n'y a pas de déterminisme par rapport à l'endogamie. On ne peut naturellement pas ignorer la dimension positive que l'on retrouve dans l'endogamie. L'endogamie contribue par exemple au renforcement des liens sociaux
la cohésion sociale, etc. Mais bon, étant donné que ce phénomène très diffus dans les sociétés arabo-musulmanes, il convient de poser ces questions sans aller dans tous les détails. Je vais peut-être aborder ce sujet sous l'angle culturel. La question se pose donc légitimement. Dans la mesure où ce phénomène est très diffus dans les sociétés arabo-musulmanes, on est en droit de se poser la question du pourquoi de cette diffusion. Est-ce que c'est dû à la religion musulmane? Est-ce que c'est l'islam qui encourage l'endogamie ou est-ce qu'il est contre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce phénomène est dû à la composition sociale de ces sociétés qui sont fondées sur l'endogamie sur des millénaires, ou est-ce que c'est un autre facteur qui a donné lieu à cette situation? Est-ce que la pérennité de l'endogamie n'a pas pu être freinée par le développement urbain des sociétés? Est-ce que le développement urbain des sociétés n'a pas réussi à faire infléchir la façon d'envisager le mariage, ou est-ce que c'est un phénomène automatique, social, que les générations ou les jeunes générations ou dont les jeunes générations n'ont pas pu s'échapper? N'étant pas spécialiste en législation islamique, je ne peux vous donner de bien fondé, mais j'ai quand même recherché quelques réponses et il m'a semblé que l'islam autorise l'endogamie. Dans la sourate des Coalisés, verset 50, le Coran dit au prophète: nous t'avons rendu licite des épouses à qui tu as donné leur dot de ce que Dieu t'a donné, de tes cousines du côté paternel, de tes cousines du côté maternel, de tes... Donc il y a une spécification des mariages possibles dans le cercle restreint de la famille. De ce verset, on peut déduire que la religion islamique n'interdit pas le mariage aux parents proches, le mariage endogamique, dans la mesure où les aberrations génétiques qui peuvent survenir de ce type de mariage ne sont pas automatiques, dans la mesure aussi où il n'y a pas d'automatisme dans la transmission des gènes porteurs de maladies. Toutefois, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous a demandé de bien sélectionner sa femme. Il a dit: choisissez bien vos épouses pour vos progénitures. Les exégètes ont essayé naturellement de bien expliquer ce hadith. Sélectionner. Mais quel type de sélection faut-il faire? Sélectionner une épouse sur un plan moral
ou sur le plan de l'appartenance sociale, ou par rapport à son état général de santé ou son patrimoine génétique. Nous avons donc besoin de plus de détails pour bien comprendre ce hadith. Le deuxième calife Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, a dit « Irtaribu la tadou » ne vous mariez pas des cercles proches afin que la progéniture ne s'affaiblisse pas. Cette anecdote vient après que des informations lui étaient parvenues de certaines problématiques de santé enregistrées sur certaines tribus. Au Qatar, aujourd'hui, il existe des familles, j'ai vu ça moi-même, qui se sont éteintes en raison de mariages répétés endogamiques. Des études au Qatar ont démontré que des voyages endogamiques à la 3e ou 4e génération ont donné lieu à une extinction totale de certaines familles malgré un niveau de fertilité un bon niveau de fertilité. Maintenant, penchons-nous sur la structure tribale et le lien de cette structure à l'endogamie. La structure tribale, que l'on connaît très bien dans notre région, dans le pays du Golfe, dans les régions désertiques et dans le monde arabe en général, la parenté constitue un facteur essentiel sur lequel se fondent plusieurs aspects de la vie. Et quand on parle de parenté, on parle d'un ascendant commun à 2 générations au-dessus. Et quand on parle de tribu, en général, on parle d'un groupement avec un ascendant commun, un patriarche commun. Les tailles de tribus peuvent varier. Dans la péninsule arabique, au centre de l'Arabie saoudite, il y avait la tribu du Yam, une tribu antique. Il s'agit d'une tribu de très grande taille. Ce sont des chameliers. Certains d'entre eux sont toujours actifs dans le domaine. C'est une tribu qui compte des milliers de familles et qui se subdivise en 2 alliances, les Ajman et les Marra. Le plus étonnant, c'est que les mariages croisés entre ces 2 groupes appartenant à la même tribu perdurent depuis des milliers d'années, et malgré cela, la tribu ne s'est pas éteinte. Les tribus se sont sédentarisées il y a environ un siècle, et l'endogamie perdure parmi eux. On constate aujourd'hui, en plus de mariages exogamiques chez eux, et on constate également quelques maladies génétiques chez leur progéniture. Donc aujourd'hui, la question reste toujours de vigueur. Est-ce que l'endogamie est un facteur décisif dans les maladies génétiques ou pas? La question se pose, la réponse n'est pas tranchée.
Nous vivons dans des sociétés patriarcales. L'affiliation se fait toujours à un mâle. Et tous les liens de parenté descendent, découlent de la branche patriarcale. J'ai constaté cependant qu'il existe des tribus qui acceptent une affiliation matriarcale. La question se pose, comment est-ce que dans notre région cela peut être possible? Nous avons trouvé cela ailleurs en Afrique, mais ici, dans un contexte patriarcal pur depuis des milliers d'années, comment se fait-il qu'il existe des affiliations matriarcales, par exemple dans la tribu de Qahtan, alors que toutes les autres souches sont patriarcales? Pourquoi la souche de Qahtan est matriarcale alors que la souche de Adnan est patriarcale? On dit que Ismaël, le fils d'Abraham, fait partie de la souche de Adnan, donc patriarcale. Donc c'est une question que je pose, un sujet de recherche possible. Merci, malheureusement, votre temps imparti s'est écoulé, mais de toutes les façons, il y aura une session de questions-réponses. Je n'ai pu malheureusement couvrir que la moitié de ce que j'avais préparé. Alors, nous avons parlé de la sédentarisation. L'endogamie est répandue dans de nombreuses villes, au Koweït, par exemple. Je vais tenter de résumer mon intervention. Je vais donc faire l'impasse sur un certain nombre de transparents d'éducation. Les études montrent que les jeunes éduqués continuent de marquer leur accord pour ce type d'alliance, pour ce type de mariage. 54%, ce sont les résultats des études d'une Qatar. 66% sont mariés à des parents de premier degré. Une autre étude sur le Yémen, sur les Émirats, montre que la génération actuelle présente plus d'endogamie que les générations précédentes. Cela montre que l'éducation et la sédentarisation n'ont pas changé la donne de l'endogamie. Alors, c'est une étude de 2007 à 2013 pour ce qui est de la situation au Qatar concernant l'endogamie. Il n'y a pas eu de changement. C'est donc un phénomène qui se pérennise. Alors voilà ici un transparent sur les Qataris. C'est une étude intéressante qui montre que la plupart des Qataris ont une origine commune, une affiliation commune. La génération qui a été éduquée continue de pérenniser ce phénomène. Alors la consanguinité, le lien du sang est l'élément commun de cette endogamie, et cela est sacralisé et continue d'être au centre de la société. C'est un élément très prisé au sein de nos sociétés. L'étude que nous avons diligentée au Qatar quant à l'endogamie a été commanditée par la fondation du Qatar, Qatar Foundation,
et je voudrais vous en présenter les principales conclusions. Une étude médicale a démontré qu'il y a certaines maladies génétiques en raison de leur consanguinité. 52% sont favorables à cela, à ces mariages entre parents proches. Et il y a 90 cas d'endogamie ont coupé les ponts avec leurs parents, mais acceptent leurs décisions et voilà la série de conclusions. Et les jeunes filles, les femmes de l'échantillon en présence étaient un peu dubitatives quant à prendre époux parmi les parents proches, mais ont fini par se plier à la décision. Alors, qu'en est-il de la méthodologie, de l'analyse du contenu? Eh bien, nous avons pris des indicateurs quantitatifs et aussi des enquêtes d'opinion et autres éléments qui ont été le fondement de cette étude. Alors, si j'ai suffisamment de temps, je vais vous donner des exemples, des illustrations. Le modérateur prie l'intervenante de conclure. Alors, nous avons répertorié un certain nombre de cas populaires. Alors, et il y a non pas des exemples, mais des proverbes populaires, des dictons qui reflètent cette endogamie. Alors, le proverbe dit épouse ta cousine même si elle n'est pas très belle. Alors en fait, il s'agit de toute une série de dictons populaires qui continuent à épouse ta cousine, elle comprendra ta douleur. Même si le cousin ou la cousine est problématique au plan psychologique, il vaut mieux épouser quelqu'un du cru. Alors, je vais faire l'impasse sur toute une série d'autres éléments par manque de temps. Il y a toute une série de dictons populaires, je le disais à l'instant, qui vont dans le sens du mariage entre parents et cousins. Il y a toute une série de questions qui méritent d'être examinées dans le cadre de cette conférence. Et peut-être que pendant le débat, nous pourrons y répondre. Est-ce que l'endogamie va se poursuivre en dépit de la mise en place d'examens médicaux pré-mariage? Dans quelle mesure les résultats de cet examen médical préalable au mariage a un impact sur la décision du mariage? Comment faire face à cette culture de mariage entre cousins? Alors, il existe dans certaines communautés bédouines qui s'appellent Hajar ou Hijar ou Riyal. La cousine doit impérativement épouser son cousin et personne d'autre. Alors, c'est vrai que c'est quelque peu cruel et cette pratique a régressé. Est-ce que nous pouvons imaginer est-ce que nous pouvons penser que cela accroît l'intégration? Est-ce que le mariage endogamique renforce-t-il le racisme et les différences sociales? Est-ce que ce type de mariage, cette endogamie,
renforce les affiliations étriquées, tribales. Est-ce que l'éducation et les mutations sociales pourraient changer cette culture de l'endogamie dans les sociétés de nos pays? Avons-nous besoin d'une politique ou d'une stratégie qui serait de nature à changer la culture de ce mariage endogamie qui est bien ancré dans nos traditions? Je vous remercie de votre attention.